Bienvenue sur Faminimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille, en solo et aujourd'hui en duo pour la dernière fois avant les séries bonus de l'été. Je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Je m'appelle Hélène, j'ai 42 ans et mon mari et moi sommes à la tête d'une tribu de 3 petits minimalistes de 11, 12 et bientôt 15 ans. Ce qui avait commencé par un grand désencombrement il y a quelques années a fini par devenir notre mode de vie, le minimalisme. Je me suis depuis formée aux techniques de home organizing, je suis professionnelle du tri et de l'organisation familiale. J'accompagne à distance les familles qui souhaitent faire le tri dans leur maison une fois pour toutes grâce à mon programme 8 semaines pour tout trier. Pour ce dernier épisode avant les bonus d'été, j'ai souhaité inviter quelqu'un de très spécial. Chloé est la blogueuse du blog Ralentir en famille qui parle de slow parenting. Elle est minimaliste, adepte des concepts de zéro déchet, de l'école à la maison et de bien d'autres choses. Et elle nous parle en quoi le minimalisme a été un déclic pour elle et comment toutes ces différentes pratiques sont imbriquées les unes dans les autres. Je suis ravie de vous présenter cet épisode passionnant et passionné. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour Chloé. Bonjour Hélène. Merci de bien vouloir me donner de ton temps et de parler dans ce podcast. Ça me fait très plaisir de t'avoir. Je suis super contente moi aussi d'être ici. Merci de m'accueillir. Je vais commencer par te présenter, puis après tu me dis s'il y a des choses que tu veux rajouter. Ça te va ? Oui. Alors, tu t'appelles Chloé, tu vis en France, dans la Drôme, depuis 4 ans et demi, après quelques années en Suisse, d'ailleurs, pas très loin de là où je suis. Tu es quelqu'un qui a déménagé donc plus d'une fois dans ta vie, et ça a peut-être son importance dans ton histoire. Tu es maman de 2 jeunes enfants, et tu as commencé à vivre un mode de vie plus minimaliste il y a quelques années. Tu es quelqu'un de créatif, qui a beaucoup de centres d'intérêt, et qui a même pris la décision d'éduquer tes enfants à la maison, on pourra en reparler. École à la maison, on pense à matériel, on verra comment tu arrives à lier et minimalisme et éducation à la maison. Est-ce que j'ai oublié des choses ? Est-ce que j'ai dit des bêtises ? Non, t'as pas dit de bêtises. Je compléterai juste en disant que j'ai un blog depuis quelques années sur lequel je partage toute cette expérience de minimalisme, mais aussi d'écologie, de parentalité, de tous ces sujets qui pour moi sont très interconnectés. Le blog s'appelle Ralentir en famille. Très bien. Et je mettrai de toute façon tous ces liens dans la description. Alors, on va commencer par une question que je pose à tous mes invités. C'est une question en 2 parties. C'est quoi pour toi la définition du minimalisme et est-ce que tu te définis du coup comme tel ? Pour moi, être minimaliste, ce serait se contenter des objets qui nous sont utiles ou alors qui nous apportent du bonheur, de la joie. Est-ce que je me définis comme minimaliste ? Peut-être plus complètement maintenant, je l'ai été beaucoup plus avant. Mais c'est quand même une ligne de conduite que je garde dans ma vie en essayant de minimiser au maximum mes possessions, même si je suis beaucoup moins extrémiste que j'ai pu l'être avant. C'est justement ce côté-là qui m'intéresse, ce côté où tu parles que tu as été beaucoup plus extrême dans ta pratique et que tu l'es moins. Avant d'aller sur la partie où tu l'es devenu moins, est-ce que tu peux me parler déjà de comment tu l'es devenu à l'époque et comment était ta pratique au tout début ? Je crois qu'il y a quand même quelque chose qui a joué un grand rôle dans ma prise de conscience, c'est le fait d'avoir fait un grand voyage avec juste un sac à dos pendant 1 an avant d'avoir mes enfants. Et je crois que c'est là que j'ai commencé à réaliser à quel point j'avais pas besoin de grand-chose pour vivre en fait, que tout ce que j'avais laissé chez moi, ou plutôt chez mes parents dans des cartons pendant 1 an, ça m'avait pas du tout manqué. Et je crois qu'en fait, ça a été un petit peu la première étape de la prise de conscience. Ensuite, j'ai oublié un petit peu tout ça pendant quelques années. Et après, c'est à la naissance de mon premier enfant que c'est revenu en force. En fait, j'ai commencé par lire pas mal de livres sur le zéro déchet, par exemple le livre de Bea Johnson, dans lequel elle aborde aussi le minimalisme. Et en fait, la naissance de mon fils, elle a été un peu un électrochoc sur mon mode de vie, en me disant que en fait, j'avais pas envie de contribuer à bousiller la planète sur laquelle il allait grandir et que j'avais envie, moi aussi, de faire ma part. Et donc, j'ai commencé à lire plein de choses et c'est à partir de là que j'ai mis le pied dans le minimalisme petit à petit, en réalisant que j'avais accumulé énormément de choses qui me servaient à rien en fait, et qui au contraire me créait une charge mentale. Et donc j'ai commencé à débarrasser de plus en plus de choses, et puis par la suite j'ai déménagé plusieurs fois et ça a permis de faire aussi des gros tris. T'as commencé par quoi quand t'as commencé à faire ton grand tri ?
Alors, il y a eu les vêtements, beaucoup, parce qu'il y avait énormément de vêtements que je gardais alors que je les mettais plus depuis des années. Donc, j'ai déjà commencé par ça. Et après, la cuisine, tous les ustensiles de cuisine qu'on a tendance à accumuler parce qu'on s'en sert une fois par an. Je me suis à chaque fois posé la question, est-ce que c'est vraiment utile de garder ça? Est-ce qu'il n'y a pas un autre objet qui peut remplir la même fonction et qui irait très bien pour le nombre de fois où je m'en sers? Et après, je me suis attaquée à la bibliothèque parce que j'avais énormément de livres, dont beaucoup de romans. Et en fait, un roman, une fois que je l'ai lu une fois, c'est très rare que je le relise une deuxième fois. Et donc, j'ai fait aussi un gros tri dans la bibliothèque. Si on revient un petit peu juste en arrière, en gros, tu as eu cette prise de conscience quand ton premier enfant est arrivé. Du coup, comment tu l'as accueilli, cet enfant? Alors, le premier, il a été accueilli dans un environnement assez classique, on va dire, pour une famille occidentale. J'ai fait ma liste de naissance, je me suis procuré plein de choses, pas forcément acheté neuve parce que j'avais déjà un petit peu ce réflexe d'acheter de seconde main ou des choses qu'on m'a données. Mais oui, j'avais beaucoup de matériel de puériculture, beaucoup de vêtements, enfin beaucoup de tout. Je suis en fait rentrée sans me poser de questions dans le chemin classique des parents en France et dans la plupart des pays occidentaux, à acheter tout plein de trucs. Et c'est petit à petit, après sa naissance, en fait, que j'ai fait ce chemin parce que c'est la naissance qui a fait la prise de conscience, mais pas seulement au niveau du minimalisme, mais de tout un mode de vie, de surconsommation, aussi de mode d'éducation qui a évolué. Voilà, j'ai lu plein de livres sur la parentalité. Et petit à petit, j'ai fait mon chemin aussi de ce côté-là. Et pour moi, tout est lié, en fait, c'est tout imbriqué, tous ces sujets. J'ai évolué au fur et à mesure. Et mon deuxième enfant a été accueilli dans des conditions complètement différentes du premier. Ce que j'entends, c'est que tu as commencé par un désencombrement, mais tu as très vite remis en cause aussi ta manière de consommer. Qu'est-ce qui a changé dans la manière dont tu achetais les choses, peut-être avant et après cette prise de conscience? Avant, je me posais très peu de questions. J'avais besoin de quelque chose, je l'achetais sans trop réfléchir. Maintenant, si j'ai besoin d'acheter quelque chose, je vais appliquer la méthode Bisou là, de Marie et Herveline. Toutes les étapes pour savoir si cet objet, j'en ai vraiment besoin, si j'ai pas autre chose qui remplit la même fonction, si je peux l'acheter d'occasion, si je peux l'emprunter à quelqu'un. Enfin, et l'achat neuf, il arrive vraiment en tout dernier. Et c'est très rare que j'en arrive là. Aujourd'hui, j'achète principalement d'occasion ou alors je me fais prêter ou voilà, où j'essaye simplement de me passer d'un objet s'il y en a un autre qui peut remplir la fonction. Tout en essayant de garder un équilibre parce que des fois, on a tendance à vouloir aller trop loin dans le minimalisme. Et moi, c'est un petit peu ce que j'ai vécu aussi. Je suis une maman comme toutes les mamans avec des journées qui font que 24 heures. Et parfois, il y a un objet qui va nous simplifier la vie et que c'est dommage de s'en priver. Donc, il y a quand même un équilibre à trouver. Mais aujourd'hui, c'est très rare que j'aille acheter un objet neuf dans un magasin juste parce que là, depuis 5 minutes, je me dis qu'il me faut absolument. Enfin, ça n'arrivera plus jamais. Et est-ce qu'il y a des habitudes qui ont été plus difficiles à changer que d'autres? Le plus difficile avec ce mode de consommation, c'est que ça prend du temps. C'est parce qu'au lieu de juste prendre la voiture et aller dans le magasin d'à côté pour acheter ce dont j'ai besoin, il va falloir que je recherche sur le Bon Coin, sur éventuellement Vinted si je trouve pas ailleurs, sur des brocantes, dans les connaissances autour. Et ça prend forcément plus de temps que de juste aller au magasin. Surtout quand on a l'habitude de pouvoir acheter, d'être dans un monde où on peut répondre à nos besoins comme ça, tout de suite quand on en a envie, quoi. Donc oui, ça apprend Voilà, la c'est ça. patience. Ouais. Alors ça l'apprend aussi aux enfants, du coup, moi, je trouve. Oui, tout à fait. Il faut vraiment vouloir quelque chose pour pouvoir prendre ce temps d'aller chercher des choses qui nous plaisent, quoi. Oui. Toi, tu as toujours été, enfin, quand je dis tu as toujours été minimaliste, nous, on entend qu'il y a eu un déclic. Mais si on revient dans ton enfance, tu viens plutôt d'un endroit, on va dire, assez classique, où tes parents sont plutôt tendance minimaliste ou plutôt tendance accumulatrice? Papa est quand même un spécialiste du on sait jamais ça peut servir, avec un sous-sol complet qui doit faire 100 mètres carrés et qui est rempli. Donc, j'ai pas du tout été élevée dans le minimalisme. En revanche, j'ai quand même baigné dans un univers assez écolo dès mon enfance. Donc ça, je pense que ça a joué aussi sur la prise de conscience. Ton conjoint, lui, il a avancé à la même vitesse que toi ou pas? Oui, j'ai cette chance-là d'avoir un conjoint qui est vraiment dans la même démarche que moi. Et je pense que c'est aussi ce qui nous a permis d'avancer. Toute seule, j'aurais jamais fait ce chemin-là, c'est évident. On se soutient mutuellement, on s'encourage dans cette démarche. Il y a des moments où c'est lui qui est plus à fond, qui a tendance à vouloir tout enlever de la maison, et puis des fois où ça va être plutôt moi. On a vraiment fait cette évolution ensemble, petit à petit, et ça, c'est très chouette. Tu disais au début que tu as eu des périodes où tu étais un petit peu plus extrême dans ta pratique du minimalisme.
Est-ce que tu peux nous parler de ça justement, donc de tes débuts dans le minimalisme? En quoi tu dis que c'est devenu extrême? Puis après, tu pourras peut-être nous dire en quoi ça s'est normalisé maintenant? Alors, c'est un peu devenu extrême par la force des choses parce qu'il y a un moment où j'ai dû déménager d'un grand appartement de 100 mètres carrés à un tout petit, un petit appartement de 60 mètres carrés avec 2 enfants, sans cave, sans garage, sans grenier, donc avec aucun espace de stockage annexe. Donc, il a fallu forcément réduire le matériel et faire des choix. Donc, c'est cette période-là de ma vie où j'ai été la plus minimaliste, un peu par nécessité, mais ça m'a fait beaucoup de bien de me retrouver avec moins de choses à gérer, c'est aussi moins de choses à penser. C'est quand tu as réemménagé dans plus grand que le minimalisme s'est un peu moins radicalisé, ou c'était même avant? À cette époque-là où j'ai eu mon deuxième enfant et qu'on vivait dans un petit appartement, donc là, on était vraiment très minimaliste, même au niveau de l'accueil du bébé. Du coup, on avait beaucoup, beaucoup moins de choses que pour le premier. On a fait avec très peu, en plus, c'est tombé au moment du confinement, alors de toute façon, il y avait même pas la possibilité d'aller acheter plus que ça dans les magasins. Mais en fait, on a vraiment accueilli notre bébé avec 3 fois rien, c'est-à-dire qu'il avait juste, un matelas au sol, on avait une écharpe de portage, quelques vêtements, c'était l'été, enfin c'était le printemps et en plus on s'est retrouvés avec, un bébé qui grandissait et toujours, confiné, donc on pouvait pas lui racheter des vêtements de toute façon. Puis il était en couche lavable donc et c'est à peu près tout. Il était allaité donc c'était vraiment le bébé, minimaliste. Là-dessus, on a acheté une maison, donc on a déménagé dans une maison plus grande et là, forcément, on est repassé à un minimalisme beaucoup moins, poussé parce que, bah, dans une maison, il y a des choses qui redeviennent beaucoup plus indispensables, je pense à tout le matériel de bricolage et de jardinage que, par exemple, on n'avait pas l'utilité en appartement. Donc le fait de déménager et puis le fait aussi que les enfants grandissent et qu'avec, l'instruction en famille, on a aussi certains besoins, qu'on n'avait pas avant et il faut un minimum quand même de matériel pédagogique, voilà donc on a forcément un petit peu plus de choses que ce qu'on avait, Ce que tu à avais cette avant. époque-là. Mais c'est rigolo parce que moi, ce que j'entends au final, c'est ce que je dis toujours, hein, le minimalisme, c'est se concentrer sur l'essentiel et enlever le superflu. C'est juste que ton essentiel a évolué. Les choses évoluent, donc ce qui nous est essentiel à un moment et pas forcément ce qui nous est essentiel à un autre moment. Donc c'est pas grave s'il y en a plus qui rentrent. Le principal, c'est que ce soit que notre essentiel et qu'il n'y ait pas du superflu. Oui, voilà, on Euh, essaie de trier régulièrement et de faire sortir tout ce qui nous sert plus, mais c'est sûr que plus on a de choses et plus ça prend de temps à trier aussi. Ah oui, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont manqué avec ce bébé minimaliste? Vraiment, je crois pas. Au contraire, non, il y a beaucoup de choses que j'avais, pour le premier et que j'ai pas du tout réutilisées, que j'ai données. Mais des choses qui m'ont manqué, je crois pas. Enfin, finalement, un bébé, il a besoin de vraiment rien. Il a besoin de vêtements, il a besoin de ses parents. Et oui, bah, petit à petit, j'ai éliminé tout ce qui me servait pas, mais c'est en revenant aussi à une forme de parentalité beaucoup plus, naturelle, je dirais, à revenir à l'essentiel aussi au niveau de la parentalité. Et le bébé, finalement, il a pas besoin de tous ces objets. Il y a plein de civilisations où ils font différemment et ils s'en sortent très bien. Leurs bébés sont pas plus malheureux que les nôtres. Mais finalement, tout ce matériel, qu'on veut nous faire acheter, c'est un peu moi, ça m'a paru un peu contre nature finalement, de vouloir, le mettre absolument, dans un lit tout seul dans sa chambre, de vouloir le mettre dans une poussette, en fait, ça me paraissait pas naturel pour moi. Donc c'est aussi ça qui a fait que j'ai cherché d'autres manières de faire et que j'en suis arrivée à cette forme de maternage proximal et cetera, qui finalement est beaucoup plus minimaliste. C'est un excellent exemple que le minimalisme, c'est pas juste du minimalisme matériel. Quand on pense à qu'est-ce qui est essentiel chez nous et qu'est-ce qui est superflu, on ne parle vraiment pas que des objets. On pense aux relations qu'on a avec les gens, on pense à notre parentalité, on pense à comment on mange, on pense à les produits qu'on met sur notre corps. Ça nous fait penser à beaucoup, beaucoup de choses. C'est pareil, moi j'ai jamais utilisé même de liniment en fait, mon bébé je l'ai toujours changé avec de l'eau, un peu de savon si besoin, mais c'est tout et on a tendance à vouloir nous faire acheter, 12 000, crèmes et autres, gels lavants, cheveux, corps et cetera. En fait, juste un savon neutre, ça suffit pour tout le corps. Enfin, voilà, on est revenu à des choses, ultra simples. Quand tu me dis ça, on n'a plus besoin d'acheter toutes ces choses-là. À quel point tu dois être quand même beaucoup plus sereine avec tes enfants. Moi, ça m'est arrivé d'être en vraie panique quand on voit qu'on manque de. On se Ouais. rend compte en fait on devient
hyper dépendants à tous ces objets-là qu'on a bien voulu nous vendre. Et au final, quand ils sont plus là, on panique vraiment, quoi. Donc toi, Mais oui, complètement, ouais. ça doit te rassurer quand même. Oui, ne serait-ce que manquer de couches, la plupart des parents est complètement en panique à l'idée d'avoir fini le paquet de couches un dimanche soir. Que nous, ça ne nous est jamais arrivé parce que tout quand même arriver à court de couches lavables si jamais on fait pas les lessives assez vite. Mais au pire, on avait toujours de quoi se dépanner avec, on utilisait des langes, même des carrés de tissu qu'on utilise aujourd'hui principalement pour essuyer les régurgitations. Nous, en fait, on utilisait ça comme absorbant dans les coups et donc on avait toujours un truc pour nous dépanner. Voilà, on n'a pas forcément besoin de toutes ces choses extérieures. On nous fait beaucoup croire à grand renfort de marketing que toutes ces choses-là sont indispensables alors qu'on a en nous tout ce qui est absolument nécessaire, voilà, en nous. Après, j'insiste aussi, j'ai écrit un article sur la liste de naissance minimaliste sur mon blog et j'insiste beaucoup sur le fait que c'est propre à chaque famille, à chaque mode de vie. Il y a des choses qui vont quand même carrément faciliter la vie dans une famille. Pour une autre famille, ce ne sera pas forcément utile, suivant si on vit à la campagne, en ville, si on se déplace en voiture, en vélo, chaque Si on famille travaille, on travaille voilà, pas, son bien sûr. mode de vie. Mais malgré tout, il y a quand même beaucoup de choses dont on peut se passer, quel que soit le mode de vie. Et si on parle un petit peu de l'entourage, parce qu'avec ton mari, enfin ton conjoint, tu es sur la même longueur d'onde, comment ils réagissent les gens autour de toi de voir que vous n'avez pas toutes ces choses-là, toutes ces béquilles, que vous faites des choses comme le minimalisme, comme le zéro déchet, comme tout ce que tu me racontes. C'est quoi les réactions un petit peu autour de toi? Ma famille proche, elle est plutôt encourageante dans cette démarche-là, même si eux ne sont pas minimalistes, mais c'est plutôt positif. Parfois, il y a quand même des incompréhensions sur certaines choses. C'est plus de la surprise, mais c'est pas forcément négatif. C'est des fois quand même vous compliquez la vie. Voilà, c'est plutôt ce genre de réaction qu'ils vont avoir à dire mais pourquoi vous faites tout ça? Après, on explique nos choix et bon, de toute façon, c'est pas eux qui le vivent au quotidien, c'est nous. C'est notre décision et les respecter, voilà, sans trop de soucis. Alors, je vais parler un petit peu de tes enfants. Ils ont quel âge maintenant, tes enfants? Ils ont 6 et 3 ans. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'impact que tout ça a sur tes enfants? Ça donne quoi des enfants minimalistes au quotidien? Est-ce que tes enfants ont des frustrations? Est-ce qu'ils ont l'impression qu'il y a des choses qui leur manquent? Est-ce qu'ils te demandent des choses en particulier? C'est quoi leur rapport aux jouets et aux objets en général à tes enfants? C'est intéressant comme question. Alors moi, je pense que j'ai le combo gagnant, c'est-à-dire que minimalisme plus école à la maison, ça facilite quand même beaucoup les choses. Les enfants pas trop confrontés au regard des autres vis-à-vis de ah tiens, lui, il a des baskets, pas de patrouille. T'as limite quand même beaucoup de problèmes de voir comme les copains, même s'ils ont des copains, hein, je te rassure. Je n'en doute pas. Ouais, voilà, c'est souvent le préjugé qu'on a. Donc voilà, je tiens à préciser quand même qu'ils voient d'autres enfants et même des gens de tous les âges, pas que des enfants au quotidien. Mais voilà, du coup, ils ont beaucoup moins cette pression qu'on trouve beaucoup à l'école, que ce soit au niveau des marques, parce que maintenant, ça commence hyper tôt quand je vois mes petits neveux et nièces qui réclament déjà des vêtements et des chaussures de marque alors qu'ils n'ont même pas 10 ans. Après, ils trouvent aussi beaucoup de satisfaction dans les jeux qu'on emprunte à la ludothèque. Donc, on a la chance de vivre, nous, dans une région où il y a beaucoup d'alternatives et beaucoup de choses chouettes qui sont mises en place au niveau associatif. Et donc, on a une ludothèque, donc on peut emprunter des jeux. On a une pédagothèque où on peut emprunter du matériel pédagogique qui est souvent aussi très ludique, donc c'est presque des jeux. On se fournit aussi pas mal dans les ressourceries, recycleries, Emmaüs et compagnie. Et du coup, on arrive à faire quand même tourner des jeux, soit empruntés, soit acheter d'occasion, mais il y en a un qui rentre, un qui sort. Et du coup, il y a quand même toujours un peu de la nouveauté. Et puis, la dernière chose aussi que je voudrais dire, c'est qu'ils jouent beaucoup avec des choses qui, à la base, ne sont pas des jeux, mais ils se fabriquent avec des cartons, avec des bouts de bois. Enfin, ils sont capables de jouer avec tout ce qu'ils trouvent. Quitte à jouer, je sais pas, à la dinette, on peut sortir les vraies casseroles et les vraies assiettes, quoi. Oui, alors là, pour le coup, on a acheté carrément des casseroles et des assiettes, enfin, des choses à la ressourcerie à Emmaüs. Et ils ont leur petite cuisine à l'extérieur, fabriquée avec des palettes, que de la récup, mais voilà, ils ont quand même des choses. Mais c'est sûr qu'on évite de faire rentrer des jeux en plastique qui vont pas durer plus de jours, qui sont achetés sur Amazon et voilà, qui viennent tout droit de Chine. Enfin, on essaie vraiment d'avoir une démarche éthique. Est-ce que tu aurais des conseils à donner quand on reçoit plus de choses qu'on voudrait recevoir ou Ouais. quand ces choses ne correspondent pas? On communique quand même sur notre démarche, entourage proche, ils savent maintenant dans quelle démarche on est. Ce qu'on fait déjà pour les anniversaires et pour Noël, c'est que nous, on fournit une liste, soit de choses que les enfants ont repérées et qui leur feraient plaisir, soit de choses que nous, on a repérées.
en encourageant fortement les achats d'occasion. Mais il y a quand même encore plein de gens qui ont du mal à acheter d'occasion, surtout quand c'est pour faire un cadeau, parce que Mais beaucoup, vraiment, c'est un vrai blocage pour et beaucoup de gens. c'est vraiment dur pour certaines personnes quand voilà, il y a un cadeau qui arrive et qui correspond pas à ce que nous, on aurait souhaité. Et ben, c'est OK, on va pas le jeter à la poubelle. Mais petit, par contre, les 12 millions de doudous et les choses, qu'on n'a jamais, jamais même ouvertes, on les a redonnées, à des associations derrière et les enfants ne les ont même pas vues. Bah, après, si l'enfant, il adore son cadeau, on va pas lui enlever. Mais par contre, voilà, si c'est, un cadeau qui, en plus, fait moyennement plaisir à l'enfant, bah, dans ce cas-là, autant en faire profiter un autre enfant et on explique, à la personne qui a fait le cadeau, le pourquoi du comment, pourquoi, on préfère avoir, des cadeaux d'occasion, voilà, qui répondent à nos valeurs, mais voilà, sans aller dans les extrêmes. Alors, tu disais aussi que tu faisais l'éducation à la maison, enfin toi et ton conjoint, je suppose. Oui. Est-ce que ça a challengé, on va dire, tes pratiques, que ce soit dans le minimalisme, dans le zéro déchet? Oui, c'est un challenge de tous les jours. Il y a une chose pour laquelle je n'ai pas encore cédé, je sais pas si un jour je vais craquer, mais c'est la plastifieuse. Pour l'instant, je me refuse à investir dans une plastifieuse parce que, bon, bah, pour le côté zéro déchet, mais c'est sûr que quand on fait l'instruction en famille, on a tout le temps besoin de créer des supports nous-mêmes et ça simplifie quand même beaucoup la vie. Mais voilà, pour l'instant, j'ai réussi à faire sans. Mais au-delà de ça, non, il y a toujours, voilà, plein de petits matériels pédagogiques qui sont utiles, mais on limite beaucoup grâce à, la Pédagothèque, donc l'association dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est, tout près de chez nous et en fait, c'est une association qui est spécialisée dans la location de matériel pédagogique. L'avantage, bah, c'est qu'on loue le matériel uniquement pour la période où, l'enfant il en a besoin, parce que la plupart de ces choses-là, elles servent sur un laps de temps qui est très court et c'est même dommage d'acheter ça, alors que ça va servir vraiment pas longtemps et qu'en plus ça coûte très cher. Donc voilà, on arrive à limiter avec ça et aussi en faisant des échanges avec les autres familles qui sont en instruction en famille autour de nous. Après, ce qui est difficile, c'est, la gestion des productions justement des enfants, que ce soit, des dessins ou des bricolages en tout genre. On garde dans un premier temps si l'enfant il veut le garder et après, on trie régulièrement en ne gardant vraiment que quelques, pièces, les plus belles, on va dire, enfin celles qu'il veut le plus garder. Le reste, on peut prendre des photos et puis ça permet de garder quand même un souvenir, quelque part, même si c'est moins tangible, mais voilà, ça permet d'être un petit peu entre les 2. Et après, ils ont chacun aussi leur boîte à trésors. Donc, c'est une boîte dans laquelle, ils gardent toutes leurs petites choses, que ce soit des objets qu'ils ont ramassés dans une balade ou des petites babioles, qu'ils veulent garder. Donc, ça doit rentrer dans la boîte au trésor et quand elle est pleine, il faut faire un tri. Bah, du coup, on arrive à la fin. Quel conseil tu pourrais donner à des parents qui ont envie de vivre mieux avec moins pour se lancer? Déjà, de ne pas vouloir, partir trop vite parce que de vouloir en faire trop dès le départ, c'est le meilleur moyen de se décourager. Donc je dirais d'avancer petit à petit, à son rythme, sans vouloir, être parfait, tout de suite parce que voilà, chaque vie aussi est différente, chacun a son rythme, son mode de vie et que, on peut pas tous être, dans le minimalisme extrême. L'important, c'est qu'on soit bien, dans la situation où on est. Voilà, le minimalisme, il est intimement, lié à tout ce qui est autour en termes de réduction de consommation éthique, responsable, d'alimentation saine, voilà, d'un mode de vie, éthique et écologique, en fait. Ça, moi, c'est vraiment pas possible de dissocier tout ça et c'est vraiment dans cette démarche-là qu'on a avancé avec mon conjoint. Oui, c'est là-dedans que ça s'inscrit, Voilà. effectivement. C'est pas faire le vide, ça c'est pas du minimalisme, c'est du désencombrement et ce sont 2 choses très différentes. Est-ce que tu peux nous donner les références de ton blog? Je mettrai ça bien sûr dans la description. Oui, alors c'est ralentir en famille avec des tirets entre les mots.com. Tu as une page sur des réseaux sociaux si les gens ont envie de commencer une discussion avec toi ou pas? Oui, j'ai une page Facebook qui a le même nom, j'ai un compte Instagram aussi qui a le même nom et j'ai un groupe Facebook aussi, sur lequel, il y a beaucoup de parents dans la même démarche, que moi et sur lequel on peut échanger sur plein de sujets, pour s'entraider. Eh bien super, je mettrai tout ça en description. Merci beaucoup Chloé pour ta disponibilité et puis pour ton partage tout simplement et les petites astuces que tu as pu donner. C'était très éclairant et je pense que les jeunes parents ou futurs parents vont beaucoup apprécier ton témoignage. Avec plaisir, si ça peut, aider, inspirer, d'autres parents, à aller vers, une consommation un petit peu plus raisonnée, raisonnable, c'est chouette, tant mieux. Eh bien j'espère. Merci beaucoup Chloé. Merci à toi.
Et voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous aura plu. C'était le dernier épisode avant ma série bonus d'été. 2 épisodes par semaine de 5 minutes chacun, le lundi et le jeudi, pour vous aider à continuer sur votre réflexion minimaliste et à vous pousser dans votre pratique, même en vacances. Merci à vous tous et à vous toutes pour le soutien de ce podcast. Nous arrivons bientôt aux 20 000 écoutes. Je suis bluffée. Merci de votre soutien, merci de vos partages avec vos proches, merci de tous vos cœurs et vos étoiles sur les plateformes d'écoute. C'est avec grand plaisir que je prends le micro toutes les semaines et j'ai déjà hâte de vous retrouver cet été pour les épisodes bonus et dès la mi-août pour les épisodes réguliers. Je vous mets en description tous les liens dont on a parlé pendant l'épisode, dont le lien du blog de Chloé Ralentir en famille, ainsi que ses réseaux sociaux. Vous trouverez également les différentes manières de rentrer en contact avec moi si vous avez des questions ou voulez participer au podcast lors d'un prochain épisode. Vous pouvez me joindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, ou bien par email, ou encore via mon site internet. Tous les détails sont en description. Merci encore pour votre soutien. Je vous dis à très bientôt et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, même en vacances, c'est vivre avec mieux.